Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors on va parler un petit peu de petites choses un peu psycho et un petit peu style de vie. Déjà la première chose, j'ai fait une expérience, alors elle n'a rien de scientifique, attention, mais j'ai fait une expérience chez moi. Vous savez, tous les ans, moi, je plante un petit peu des tomates, des trucs comme ça sur ma terrasse. Et j'ai fait un test pour voir... c'est un test que j'ai fait pour vérifier quelque chose. Je me suis toujours demandé, là, les années passées, si mes plants, par exemple, de tomates, recevaient suffisamment de lumière. Et j'ai fait un test, j'ai fait... j'ai un gros bac, une grosse jardinière, où j'ai planté un pied de tomate. Et j'ai planté également un pied de tomate dans un pot, mais beaucoup plus au soleil. Donc c'est-à-dire que celui dans la jardinière avait beaucoup d'espace, donc il avait beaucoup de terre, et l'autre avait un peu moins de terre, il était dans un pot, mais c'était quand même un bon pot, hein, c'était pas un petit pot en plastoc. Hein. Et par contre, il recevait plus de lumière, celui qui était en pot. Et bien j'ai remarqué que celui qui a poussé le plus, c'est celui qui était dans la grosse jardinière et qui recevait un petit peu moins de lumière. Donc je pense que les deux recevaient suffisamment de lumière et que c'est la taille la surface où il y avait le plus de terre qui a été on va dire sélectionnée pour mieux pousser en tout cas. Bref, c'est juste une expérience comme ça que je voulais vous partager. Sachez que voilà, moi après je vis dans le sud, hein, donc du coup le soleil est quand même assez présent. Ce week-end on a eu du 27-28, donc le soleil était bien présent. Et il y a eu ça, et il y a eu autre chose que je voulais vous partager, une petite astuce toute bête. Je sais que vous êtes beaucoup à vouloir des recommandations de lecture, des choses comme ça, mais bon, vous savez, moi je mets beaucoup de mon budget, en fait, voilà. Je recommande souvent des bouquins, ceux qui sont VIP le savent, quand je partage ma newsletter VIP le vendredi. Il y a souvent des citations de lecture et des liens pour des bouquins que j'ai appréciés. Alors c'est soit de la muscu, soit de la nutrition. Enfin, muscu et nutrition. Nutrition, c'est assez fréquent. Muscu, il n'y a pas beaucoup de livres de muscu qui sortent qui me plaisent. Hein. Je vais être honnête avec vous. Et après, c'est plus des autres, santé, style de vie, parfois psycho, etc. Ou même de la philo et tout ça. Quasiment plus de bouquins de développement perso parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais le développement perso, je pense que pour moi le développement perso c'est un petit peu comme le starter pour s'intéresser à la philo et à la psycho. Mais le développement perso pur, brut, vous savez, les raccourcis, les hacks, on en sort assez rapidement. Bref, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que comme je vous disais, moi je mets beaucoup de mon budget entre guillemets loisir là-dedans. Je lis vraiment beaucoup, je dois acheter un livre par semaine à peu près, donc voire plus. Bon, un livre c'est pas ce qui coûte le plus cher, hein, c'est surtout que moi je lis beaucoup sur Kindle parce que je trouve ça plus confortable, contrairement à beaucoup d'ailleurs. Et puis d'ailleurs j'ai pas la place, je crois que sur ma Kindle j'ai 400 livres, donc les 400, là où je vis j'ai pas la bibliothèque pour les encaisser. Je ne prends que des livres un peu plus techniques et tout ça en version papier, qui ont par exemple des graphiques et tout, c'est beaucoup plus simple à lire sur format papier. Mais bon, il y a beaucoup de personnes qui me disent quels seraient pour toi les meilleurs parce que j'ai un budget de temps et voilà, et moi je suis incapable de dire 2 ou 3 livres qu'il faudrait absolument avoir. Parce qu'il y en a trop, en fait. Il y a eu trop de livres qui ont changé ma façon de voir les choses et je pourrais pas vous dire comme ça 1 ou 2 livres à acheter. Par contre, il y a une astuce pour ça et chose à laquelle je n'avais pas pensé et moi-même j'ai commencé à le faire. Il y en a même 2. La première astuce, c'est d'acheter sur Recycle Livre. Alors, j'ai pas de sponsoring avec ces gens-là, mais c'est des livres d'occasion. Et que vous pouvez aussi retrouver souvent sur Amazon, mais les livres d'occasion qui aident à financer par exemple je crois que c'est l'éducation des enfants ou l'accès aux livres pour les enfants ou les écoles, je sais plus, mais il y a un lien avec ça, donc je trouve que c'est assez vertueux et puis voilà, ça fait tourner le marché de l'occasion. Et deuxième chose, c'est sur Vinted, donc Vinted, le truc où vous achetez les fringues d'occasion, et sachez que vous pouvez acheter des livres. Moi j'en ai acheté récemment 3 ou 4 à 1 à 2 euros le livre, donc voilà, c'est quand même quand vous savez que un gros bouquin, par exemple, un bon pavé, ça peut coûter jusqu'à 20-25 euros. Eh bien, allez faire un tour, par exemple, je sais pas, j'ai pas regardé, mais on va regarder en direct. On va regarder en direct avec vous. Alors, je vais sur l'application
je tape dedans Delavier, par exemple. On va regarder s'il y a les bouquins de Delavier sur Vinted. Alors oui, vous avez des abdos d'enfer à 12 €, les compléments alimentaires pour sportifs à 9 €. Les livres sont... Ouais, il y en a même en comment dire, dans les langues étrangères, etc. Et donc voilà, vous avez quelques bouquins comme ça, j'en vois plein. Il y en a celui pour les femmes 21 €, je crois qu'ils sont à 25 de base, donc ça vous fait quand même économiser. Ils se vendent, ils sont pas donnés, mais ils sont pas à 2 €. Mais par contre, vous pouvez facilement gagner 10 balles, voire plus sur les livres, quoi. Donc voilà, il y en a beaucoup sur Vinted, donc allez voir. Et il y en a même un qui le vend 85 €. Dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Ah non, lot de 5 livres, ok, il en vend 5. Bon, c'est quand même un peu cher, là, pour le coup. Mais bon, il y a des là, je vois la méthode Delavier, vous pouvez l'avoir à 10 balles. Pour les abdos, 17 €. Donc allez faire un tour, ça vaut le coup quand même, parce que pour le prix d'un seul livre, vous pourrez peut-être en avoir 2. Et franchement, les livres d'occasion, je veux dire, ça fait le job, quoi. Puis moi, j'aime bien, des fois, je tombe sur des bouquins où il y a déjà des annotations, et le côté un peu curieux de voir tiens, qu'est-ce que la personne a trouvé intéressant dans le bouquin, les notes de bas de page et tout. Moi, ça me dérange pas du tout, hein. J'aime bien quand un livre a vécu, ça me pose aucun problème. Bref, voilà pour la partie petit tips comme ça de début de podcast. Alors oui, ce week-end, j'ai sorti un cours sur les mollets. Beaucoup de personnes me demandaient pour les mollets quels sont les exercices, quels sont les moyens de les développer quand on a les mollets courts, qui réagissent pas, des gens qui ont des bonnes cuisses mais des mollets de coq. D'ailleurs, pourquoi il y avait quelqu'un qui me disait mais pourquoi on dit des mollets de coq ? Parce que regarde les jambes d'un coq, c'est des Mikado en fait, c'est pour donner l'image, quoi. Donc voilà, le titre du cours c'est forcer ses mollets à grossir. Alors c'est un titre, vous le savez, sur internet, tout le monde est obligé d'utiliser des titres un petit peu comme ça, sinon les contenus ne sont pas vus. En fait, si vous mettez un titre trop académique, trop scientifique dans le sens trop, vous savez, un petit peu comme les allégations sur les compléments alimentaires qui diraient la vitamine C contribue à maintenir des fonctions normales de santé. C'est pas aussi percutant que la vitamine C vous guérit vous guérit du rhume ou un truc comme ça. Donc du coup, sur Internet, tous ces titres-là, même moi quand je les utilise, dites-vous bien, c'est le jeu. Que ça soit les plus gros influenceurs, moi, n'importe qui, c'est le jeu d'utiliser des titres comme ça, parce que si, en fait, vous, quand vous les percevez, si vous êtes abonné, vous les percevez, vous dites, il y va un peu fort, mais en fait, dites-vous une chose, c'est que nous, on veut travailler pour vous, mais également à se faire découvrir par des personnes qui ne connaîtraient pas encore. Et c'est, entre guillemets, la seule stratégie, parce que, dites-vous bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, même les grands médias, les médias, on va dire, les plus populaires, utilisent ce genre de choses parce qu'en fait, c'est un peu la guéguerre pour amener du monde sur son site ou autre. Alors évidemment, quand on est là depuis des années comme moi, le trafic est relativement intéressant parce que Google récompense quand même un petit peu ceux qui sont là depuis longtemps. Donc moi, de ce côté-là, j'ai quand même des visiteurs assez réguliers qui viennent de Google, qui viennent d'un peu tous les endroits où j'ai déjà parlé. Mais bon, c'est vrai que d'avoir des titres comme ça un petit peu... je vais pas dire provocateur, mais un petit peu, on va au cœur du truc, parce que forcer ses mollets à grossir, en fait, c'est l'idée du cours, c'est de dire, j'en ai marre maintenant, j'ai envie de faire grossir mes mollets. C'est un petit peu ça qu'on voit, et à l'intérieur, après, l'avantage, c'est que c'est pas des notions, on va dire, avec des mouvements insolites ou complètement exotiques, mais plutôt d'essayer de vous montrer, dans ce cours, comment, par exemple, solliciter l'extérieur des jumeaux, l'intérieur des jumeaux, à quoi sert le solaire, comment développer ses mollets correctement, quelle est la cadence de travail, quelle est la vitesse d'exécution, etc., etc. Et avec un programme à la clé, avec justement des explications, comment justement quand on a des mollets courts, comme moi d'ailleurs, on peut les développer, les rendre assez toniques, assez musclés, en fait qui donnent l'impression qu'ils sont volumineux alors qu'ils ne le sont pas réellement. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, malheureusement la génétique, la morphologie, l'anatomie est là pour nous rappeler à l'ordre de ce côté-là, mais on peut quand même bricoler avec sa génétique de base pour avoir le maximum
maximum de résultats au niveau visuel. Et je connais personne qui ne peut pas avoir des mollets au moins définis, un peu musculeux, un peu denses, sans avoir des mollets énormes, mais d'avoir quelque chose qui donne, qui fait le job, quoi, quand vous êtes en short. Voilà, donc si ça vous intéresse de développer vos mollets parce que vous, la saison des shorts arrive et vous en avez marre, vous avez des bonnes cuisses mais elles sont cachées par votre short. Et tout ce qui dépasse du short, c'est des mollets trop fins. Allez voir ce petit cours-là que j'ai fait. Ça dure une petite heure, un peu moins d'une heure. Vous aurez le PDF avec toutes les notes et le programme qui va avec. De toute façon, quand vous y accédez, le lien est dans les notes de l'émission. Allez, on démarre la partie podcast avec les sujets que j'ai récoltés. Donc, le premier, c'était la marche. La marche, donc le fait de marcher, compte-t-elle vraiment comme du cardio ? Je sais que beaucoup de personnes, quand je les ai, des fois, on discute en consultation et autres, je leur parle souvent de marche, de quelque chose de ludique, et ils me disent ouais mais marcher, est-ce que ça fait vraiment quelque chose ou pas du tout quand on veut faire du cardio ? En fait tout dépend de plusieurs choses. Donc en fait souvent la marche, les gens vont la comparer avec la course à pied, et l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils comparent une heure de course à pied, ce qui est quand même pas mal, hein. Celui qui arrive à courir non-stop pendant une heure, il a un certain niveau. Alors je sais que ceux qui courent souvent, ils vont me dire non mais une heure c'est facile, mais quand on n'a jamais couru, une heure c'est pas mal, hein. Souvent c'est entre 30 et 45 minutes, mais une heure c'est pas mal. Donc si vous comparez la course à pied pendant une heure et la marche pendant une heure, effectivement que quand vous allez courir, vous allez brûler plus de calories. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est regarder plutôt sur la distance parcourue. La marche épuise moins, c'est-à-dire qu'on est hyper économique sur la marche. Alors, ça veut dire quoi hyper économique sur la marche ? Quand on parle d'économique sur la marche, ça ne veut pas dire juste que vous ne vous essoufflez pas. Ça veut aussi dire que vous êtes capable de tenir longtemps. Donc, au niveau énergétique, ça veut dire que vous utilisez moins quand vous marchez que quand vous courez. Oui. Mais par contre, au lieu de vous baser sur le temps passé, et trop de personnes aujourd'hui se basent sur le temps passé, c'est-à-dire j'ai une heure pour faire du cardio, je fais de la marche ou de la course, basez-vous plutôt sur les kilomètres. Donc par exemple, si vous courez 5 km, en 30 minutes, admettons, il ne faudrait pas partir marcher 30 minutes, il faudrait partir marcher 5 km. Pour avoir non pas quelque chose qui soit similaire à la course, mais qui se rapprocherait de la course à pied. Et encore une fois, il y a deux choses. C'est la distance, donc c'est la distance parcourue et non le temps qui compte. Et la deuxième chose, c'est votre capacité, votre habituation. C'est-à-dire que si vous ne courez jamais, la course à pied n'est pas quelque chose de fréquent et vous n'êtes pas habitué à ça, évidemment qu'aller courir, ça va être quelque chose qui va beaucoup taxer, parce que vous allez devoir vous habituer, trouver votre rythme, etc., etc. Donc du coup, ça va être hyper taxant au niveau énergétique. Par contre, si vous y êtes habitué depuis des années, il y a des gens qui courent comme ils marchent, quoi. Ils sont vraiment à l'aise sur la course à pied, ils peuvent parler et tout ça. Vous les voyez, ces gens-là, quand ils font des jogging, ils discutent le bout de gras en même temps qu'ils courent, alors que d'autres seraient incapables de faire ça, ils seraient en train de cracher leurs poumons. Bref, et à l'inverse, la marche, il y a différents types de marches. Il y a marcher en visitant et en regardant des tableaux dans un musée, où vous faites 2 pas, vous arrêtez pendant 30 secondes et vous recommencez. Et il y a la marche un petit peu plus soutenue, un petit peu plus tonique. Celle que vous faites un petit peu comme si vous étiez décidé à aller d'un point A à un point B dans un temps donné et vous marchez. Donc, il y a différents types de marches. Évidemment, si vous avez une marche tonique, donc la marche tonique, c'est la marche c'est pas celle où si vous marchez un petit peu plus vite, vous vous mettiez à courir, parce que là on est plus dans la marche rapide, mais la marche tonique, c'est celle où vous faites des pas assez décidés, quoi. Vous marchez, vous êtes d'un pas décidé, voilà, c'est ça. Donc, est-ce que ça compte vraiment comme du cardio ? La réponse est oui. Et d'ailleurs, j'aimerais rassurer beaucoup de personnes sur ça. J'en parlais d'ailleurs dans un article sur la perte de graisse. Allez voir sur mon site qui est paru la semaine dernière, je crois. Où c'était ça ? Non, c'était une question, je sais plus. J'en ai parlé récemment. Une des stratégies, vous savez, les personnes, vous voulez faire une double action, une pour vous, une pour la cause animale, adopter un chien. Comme ça, au moins, vous allez le sortir entre 3 et 5 fois par jour, selon le temps que vous avez et puis l'importance que vous accordez à ça. Et donc, du coup, pendant 10 à 15 minutes à chaque sortie, vous allez marcher un petit peu avec l'animal. Et l'animal va être content et votre santé va l'être aussi parce que vous allez marcher un petit peu. Donc, c'est une stratégie doublement bénéfique de sortir comme ça, marcher en sortant un chien, en adoptant un chien, un animal comme ça, pour faire du cardio. Donc oui, ma réponse est oui, et oui, et oui. La marche compte vraiment comme du
cardio, en tout cas comme une forme d'activité physique, à partir du moment où c'est de la marche qui est un peu tonique, quoi, un pas décidé, voilà. Donc il y a un article là-dessus que je vous recommande d'aller regarder. Alors c'est un article en anglais, hein, ceux qui parlent pas anglais ou qui n'ont pas envie de traduire ça, passez votre chemin, mais sinon pour ceux qui comprennent un petit peu, vous avez un lien, vous pouvez aller lire. Je suis pas d'accord avec tout ce qui se dit dans l'article d'ailleurs, mais vous pouvez aller voir quand même pour vous donner quelques indications sur marche versus course. Alors, deuxième article, un article qui est intéressant parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui pratiquaient la musculation, qui étaient un petit peu dans le monde entre guillemets moderne de tout ce qui se raconte et tout ça, sont aussi parfois des personnes qui s'intéressent à la méditation. C'est assez intéressant de voir ça. Alors pas tous, hein, mais il y a quelques personnes qui s'intéressent à la méditation. Alors encore une fois, la méditation, on n'y vient pas par hasard comme ça. On y vient en général parce qu'on a morflé dans sa vie ou on a vu que ça pouvait aider à sortir de problématiques psychiques, de rumination, de choses comme ça. Et donc là, il y avait un article dans Cerveau et Psycho qui parlait justement de ça, qui disait la méditation rendrait égoïste. Et vous allez voir que c'est complètement... ça paraît tellement logique quand on le raconte que c'est dommage de ne pas y avoir pensé avant. Mais là, alors je cite l'article, là, je vais citer. La méditation a alors augmenté de 17% le comportement prosociaux. Donc le nombre d'enveloppes remplies, etc. Enfin, là, c'est dans l'étude, hein, je vous reprends qu'une partie. Chez les participants qui se voyaient comme interdépendants. Mais elle les a diminués de 15% chez ceux qui se considéraient comme indépendants. Donc c'est-à-dire que quand vous avez des comportements liés envers les autres, enfin avec prosociaux, etc., la méditation augmente ces traits-là à hauteur de 17%. Par contre, quand vous êtes plutôt indépendant, donc plutôt centré sur vous-même, etc., eh ben, ça a tendance à diminuer de 15% les comportements prosociaux. Donc la méditation peut vous rendre égoïste, analyse alors Michael Poulain. Pour les chercheurs, cette pratique favoriserait une plus grande conscience de soi et de ses objectifs profonds. Et c'est là que le bât blesse, dans les sociétés orientales où elle s'est développée, donc la méditation, très focalisée sur l'interdépendance, donc le fait de vivre à plusieurs, de penser aux autres, etc. La méditation accroît probablement les tendances prosociales, mais dans nos sociétés occidentales, les objectifs profonds sont davantage tournés vers l'indépendance et la réalisation de soi, même s'il y a bien sûr des variations selon les individus, comme l'a d'ailleurs montré cette étude, et selon les moments, d'où un effet parfois contre-productif. Donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que de là où vient la méditation, typiquement, donc la culture orientale, il fallait, vous savez, bienveillance, altruiste et tout, penser aux autres, penser à le bien pour tous et pas que pour soi. Et en fait, la méditation, nous, on l'a récupérée dans le monde occidental. Et vu qu'on est très égoïste et très indépendant, on pense à notre propre réussite, on pense à nous, en fait, avant tout, on pense à notre petit bien-être, etc. Et ben, ça a tendance, à force de méditer et de se concentrer sur soi, à renforcer, en fait, ce côté-là. Et donc, du coup, peut-être, possiblement, même si on se sent mieux, on aurait tendance à devenir de plus en plus égoïste. Donc du coup, le côté bénéfique où on serait plus altruiste, etc., se vérifierait pas chez tout le monde. Donc c'est quand même intéressant de voir que si par exemple vous vous jugez comme, en général c'est pas trop le cas, les gens qui le sont ne se jugent pas comme ça, mais trop égoïstes ou qui pensent trop à soi et tout. Si on fait méditer une personne comme ça parce que justement elle est un peu dans un brouillard mental, etc., on lui dit bah tiens médite pour essayer un peu de lâcher prise. Mais si c'est une personne fortement égoïste ou qui pense tout le temps à soi, qui a du mal à penser aux autres, eh ben elle peut devenir encore plus comme ça et encore moins penser aux autres, tout en allant mieux, hein. Ça peut quand même améliorer son humeur, mais les comportements sociaux ne seront pas améliorés en tout cas. Donc voilà, moi j'aime ce genre de retour, parce qu'en fait on était dans un monde où, et d'ailleurs moi j'ai médité pendant 90 jours non-stop, hein. Quand je dis non-stop, c'est pas du matin au soir, mais pendant 90 jours j'avais utilisé l'application Petit Bambou, j'en avais parlé à l'époque. J'avais fait pendant 90 jours, tous les matins, j'avais fait entre 10 et 20 minutes de méditation guidée,
ou pas d'ailleurs, parce que des fois je le faisais sans. Et voilà, j'avais trouvé que ça avait du sens pour en fait se mettre un petit peu à plat. Parce que vous savez, quand on est à son compte, qu'on est entrepreneur, ou je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, enfin bon, quand on fait les choses de son côté, on a toujours plein d'idées, vous savez, tiens, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je pense à ça, mais il faudrait aussi que je fasse ça. Donc du coup, la méditation prend du sens parce que ça permet un petit peu de mettre à plat ces choses-là. Et pareil pour l'image de soi. Alors, moi, ça, c'est plutôt pour les personnes qui, sont dans l'avant-transformation physique. Moi, j'en ai pas profité puisque j'en ai jamais fait avant de me transformer physiquement, donc j'ai pas eu ce problème-là, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont tendance, par exemple, à se poser des tas de questions. Est-ce que c'est vraiment bien de vouloir perdre du poids parce que je suis en surpoids? Est-ce que c'est bien de me tourner vers tel sport? Est-ce que c'est bien de faire telle pratique, le jeûne intermittent, l'eau mad, le cétogène, le machin? Et c'est des gens en fait qui littéralement peuvent péter un câble à force de voir tout un tas comme ça de recommandations aussi bien nutritionnelles que d'entraînement, et de leur faire un peu de méditation à ces gens-là, ça leur permettrait peut-être de trouver la paix et un petit peu de lâcher prise, de manière à ce qu'elles puissent passer à l'action, parce qu'en règle générale ces personnes ne passent pas à l'action, ou passent à l'action pas des bonnes façons, c'est-à-dire intense pendant 15 jours puis relâcher pendant 3 semaines, etc. Donc ce sont des personnes qui stagnent et qui sont malheureuses. Donc pourquoi pas essayer de les faire un peu méditer, ça peut donner des résultats. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, au niveau détachement par rapport aux préoccupations à la productivité au travail et tout, moi j'avais trouvé du sens, et ça permet de poser un peu ces idées et de distinguer un peu celles qui sont importantes et vraiment intéressantes que de celles qui sont éphémères et peu importantes, quoi. Mais bon, chacun y trouvera son compte, j'imagine, avec cette méditation. Après, il est vrai que moi, je suis plutôt quelqu'un qui pense à moi. Je ne vais pas dire que je suis un moine bouddhiste qui pense aux autres. Dans la dimension professionnelle, peut-être que je pense aux autres parce que je fais du contenu pour les autres. Mais il ne faut pas oublier que je fais du contenu pour les autres, mais ils me rémunèrent pour ça. Donc, c'est aussi mon gagne-pain. Donc, il y a ce côté un petit peu indépendant là-dedans. Il ne faut pas... Voilà. Donc, et puis, les démarches de méditation dans le monde occidental, donc dans le nôtre, c'est souvent pour qu'on aille mieux, nous, pas que le monde aille mieux, mais que nous allions mieux. Et donc du coup, c'est des démarches un petit peu peut-être inversées par rapport au reste de ceux qui méditent dans les autres pays, quoi. Enfin bon, bref, je trouvais ça intéressant, et voilà, il faut se dire que voilà à quoi on peut s'attendre en fonction de notre tempérament. 3 clés pour se resynchroniser, ça c'est l'autre article que j'avais mis. Alors, c'est un article qui a été mis sur le site Psychologie et qui disait, avec le stress actuel, avec la pandémie, avec le couvre-feu, avec les confinements, avec toutes les informations qu'on a, avec les rythmes complètement désastreux au niveau du sommeil, etc., tous les rythmes, enfin en fait tout ce qui est un peu déraisonnable de ce côté-là, ils ont cherché tout simplement à mettre des petits conseils en place pour aider les gens à se resynchroniser. Alors qu'est-ce que ça veut dire se resynchroniser? Ça veut dire retrouver un petit peu de... Enfin, disons que ce sont des choses qui marchent qui ont été démontrées qui marchaient pour justement recréer une forme d'équilibre dans sa vie, etc. Et vous allez voir que c'est des choses en fait très simples. Et aujourd'hui, les gens cherchent dans des zones vraiment complexes, ou dans des détails, ou dans des petits secrets qui existeraient pour justement retrouver son rythme dans la vie, parce qu'en fait le rythme ça sert à quoi? Le rythme ça sert à... Si vous avez un bon rythme, il y a une forme d'inertie à ça, et quand vous êtes bien synchronisé, bien rythmé, vous êtes censé bien dormir, avoir de l'énergie durant la journée, etc. Et enfin moi je trouve que c'est quand même une promesse assez importante, Si je vous disais ok, j'ai les clés aujourd'hui pour que vous dormiez correctement et que vous ayez beaucoup d'énergie durant la journée, on signe, quoi. Et tant qu'à faire, autant que les méthodes soient simples à appliquer. Et c'est un petit peu l'idée en fait de cet article, dans un sens, dans l'idée le fond de l'article. Mais en fait, vous allez voir que ce sont des choses que vous connaissez déjà tous, mais que peu de monde applique. La première, c'est prendre le temps de se réveiller. Alors, dans un monde moderne, c'est compliqué, mais là, voilà ce qu'ils disent. L'organisme a besoin de temps pour sortir du sommeil.
donc du sommeil paradoxal, puis le sommeil qu'on a en fin de nuit, souvent, vous savez, le sommeil où quand vous vous réveillez, vous pensez à vos rêves et tout ça, vous vous en rappelez, celui aussi qui vous met le plus la tête dans le cul. Donc phase de régénération des voies nerveuses et de réparation des cellules, mieux vaut remplacer, ils disent, mieux vaut remplacer le stress d'une sonnerie de téléphone qui affaiblit votre stock de cortisol, ce stock de cortisol, n'oubliez pas qu'il est nécessaire au réveil pour justement avoir de l'énergie. Si vous vous stressez énormément dès le réveil, en fait, vous le bouffez ce stock-là. Donc en fait, vous en utilisez une partie inutilement pour un stress que vous auriez pu éviter. Donc eux, ils disent par exemple, prendre le temps de se réveiller avec un stimulateur d'aube. Donc vous savez, une lumière qui s'allume progressivement. Bon, moi je vous dirais, laissez si vous n'avez pas de pollution lumineuse à l'extérieur de chez vous. Donc par exemple, vous n'avez pas un gros lampadaire dans la rue qui donne sur la fenêtre de votre chambre. Moi je vous recommanderais plutôt par exemple de dormir les volets ouverts avec un petit rideau. Bon, voilà, vous n'avez peut-être pas envie de montrer à tout le monde ce que vous faites le soir dans votre chambre, donc de ne pas laisser le volet ouvert comme ça, mais de fermer le volet et d'avoir un rideau blanc, par exemple, qui laisserait passer la lumière du jour. C'est la solution low cost, et si vous avez le budget, un stimulateur d'aube, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, de prendre le temps de se réveiller, c'est bien pour se resynchroniser, c'est le premier point. Deuxième point, rééquilibrer ses repas. Bon, alors là, tout le monde y a à boire et à manger. Moi, dans l'article que j'ai vu, il y a des choses qui me paraissent cohérentes et d'autres un peu moins. Enfin, en tout cas, dans la dimension du sportif, c'est d'un regard sportif. La première qui me paraît cohérente, c'est un petit déjeuner à l'anglaise, répond aux exigences de l'horloge alimentaire. Ça corrige l'hypoglycémie de la nuit par l'absorption de sucre et assure des réserves pour les activités à venir. Oui, moi c'est vrai que je le dis depuis pas mal de temps que les petits déjeuners d'autres pays que la France, notamment les Anglais, mais je crois aussi, je sais plus quel pays, les Danois aussi, il y avait d'autres pays comme ça, où les petits déjeuners me semblaient plus cohérents, parce qu'en fait, ça veut pas dire qu'ils mangent que des bonnes choses, hein, attention. Il y a des petits déjeuners, que ce soit en Angleterre ou au Danemark ou autres, qui sont remplis de sucre et tout, mais l'idée me paraissait plus cohérente parce qu'ils n'étaient pas basés uniquement par exemple sur les sucres, alors qu'en France le petit déjeuner typique, c'est pain, beurre, confiture. Enfin voilà, je suis un peu, c'est un petit peu raisonné un peu à l'ancienne, mais la réalité, c'est que ce petit déjeuner perdure encore aujourd'hui, qui est remplacé aujourd'hui par de la brioche, du Nutella, des pains au chocolat ou des barres de céréales. Mais vous regardez, c'est quasiment toujours du sucre et du gras. Et en fait, ces petits déjeuners à l'anglaise ou danois ou autres, ce sont des petits déjeuners qui vont inclure dedans une part de protéines et une part de fibres, souvent. Et donc, c'est ce qui manque, en fait, dans les petits déjeuners français. Donc, c'est vrai que d'avoir des repas plus équilibrés, notamment le petit déjeuner, d'avoir un vrai repas au petit déjeuner, et on le voit parce que à quel point les Français sont résistants à ça. Moi je vois énormément de personnes qui me disent mais des œufs le matin, de la tomate, mais comment tu fais? Je sais pas, j'ouvre la bouche et je mange, mais c'est vrai que c'est perçu comme pas possible, quoi. Et j'en parlais d'ailleurs avec un individu que j'ai eu en consultation la semaine dernière. Et je disais, un des gros problèmes en fait des petits déjeuners sucrés chez les personnes qui n'arrivent pas à manger autre chose que du sucré, c'est parce que le sucré, c'est un peu une douceur, vous savez, les aliments sucrés. Et quand vous ouvrez les yeux le matin, le sucre passe beaucoup mieux que le salé, le sucré. Mais encore une fois, ça revient au premier point qui est prendre le temps de se réveiller. Moi, je dis, si vous voulez prendre un petit déjeuner salé, par exemple avec des œufs, un peu de tomates, de l'avocat, des toasts de bonne qualité, etc., ce que je vous recommande de faire, c'est de vous réveiller peinard. Vous prenez un petit café, un thé ou un grand verre d'eau, de préférence, c'est encore mieux, un grand verre d'eau. Vous allez dans la salle de bain, vous coiffez, vous rasez, vous habillez correctement, vous parfumez, vous lavez le visage, vous prenez votre douche si vous êtes plutôt de ceux qui prenaient votre douche le matin, etc. Vous faites votre lit si la maison est déjà réveillée. Sinon, vous faites un peu de, je sais pas, un petit truc. Vous préparez votre sac pour la journée avec votre repas pour le midi et tout, mais vous attendez entre 20 et 30 minutes avant de prendre votre petit déjeuner, parce qu'au saut du lit, c'est vrai que n'importe quelle personne, et moi le premier, si tu me mets des œufs brouillés devant les yeux alors que je viens juste d'ouvrir les yeux, ça va être moins désirable qu'un pain au chocolat.
En tout cas, moins désirable dans le sens où j'ai l'impression que ça passera mieux le sucré. Par contre, tu me reposes la question une demi-heure après, je te laisse le pain au chocolat et je vais manger salé. Donc c'est comme si, et on le découvrira certainement un jour, on a besoin qu'il y ait une forme d'éveil au niveau organique pour pouvoir tolérer les bonnes choses. Donc c'est vrai que si vous vous levez toujours sur le pouce et que vous déjeunez également sur le pouce, donc c'est-à-dire dans les 5 à 10 minutes après avoir ouvert les yeux, il faut mettre quelque chose sous la dent pour partir bosser, ça va être plus simple de manger des gâteaux ou un truc sucré que de prendre un vrai petit déjeuner. Donc rééquilibrer ses repas, ça passe aussi par le point numéro 1 qui est de prendre le temps de se réveiller. Et prendre le temps de se réveiller, ça peut vouloir dire aussi se lever légèrement plus tôt pour avoir justement le temps. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, leur rythme de vie est dicté par l'heure de pointage au boulot. Vous devez être au boulot à 8h30. Donc du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de vous lever à la même heure et d'avoir plus de temps. Ce qu'il faut, c'est vous lever plus tôt. Vous n'avez pas le choix, en fait, puisque votre patron, il va pas accepter que vous arriviez à 9h30 au lieu de 8h30. Donc voilà. Après, autre chose, le dernier point, alors lui, il disait, il y avait des recommandations qui disaient que le midi, il fallait plutôt ne pas mélanger, vous savez, dans l'estomac, au niveau des sucs digestifs, certaines choses. Donc il recommandait plutôt des légumes et une source de protéines, et le soir également. Mais bon, quand on est sportif, ne pas manger de glucides le midi et le soir. Alors le soir, je veux bien, le midi, c'est un peu raide, sauf si on est en sèche, hein, je parle pas. Mais quand vous êtes dans un rythme de vie, progression en musculation et tout, et de bouffer des glucides qu'au petit déjeuner, bon, bah, pour obtenir un bon total calorique, vous allez devoir un peu forcer sur les graisses et les protes. C'est pas forcément l'idéal. Il y a des gens qui vont y répondre, hein, je dis pas, mais on va dire que le sportif en règle générale a besoin quand même de taper un petit peu dans tous les calories qui existent, quoi, les graisses, les glucides et les protes quand il est en période de perf ou de maintien ou de prise de masse musculaire. Quand on est en sèche, je dis pas, c'est autre chose, même au petit-déj, hein. Mais bon, ça j'en parle dans mon contenu sur la sèche. C'est pour ça que quand je parle souvent de sèche, les gens ont tendance à avoir des arguments de vie de tous les jours face à une méthode qui n'est pas de la vie de tous les jours. Moi, ce que je propose pour la perte de graisse, c'est pas quelque chose à tenir à vie, c'est quelque chose de tenir maintenant pour obtenir des résultats, par exemple des abdos visibles ou le gras du bas des abdos qui disparaît, et d'après, d'avoir un style de vie cohérent. Et d'ailleurs, j'en parle aussi dans le gros cours de 3 heures que j'ai fait sur la perte de graisse, qui est que le but, c'est qu'après, vous restiez comme ça, pas ultra sec et dénutri, mais d'avoir un physique qui vous plaît tout en recommençant à manger. Et c'est ça, en fait, la subtilité où les gens pensent que un régime qui donne les abdos, c'est un régime malsain, qu'on ne peut pas tenir toute l'année, donc avoir les abdos, c'est une mauvaise chose. Non, en fait, c'est que les gens mangeaient mal avant, doivent passer par une période, entre guillemets, de traitement via l'alimentation, donc c'est une forme de traitement naturel, par le sport, l'alimentation et tout, et qu'après, elles doivent avoir un style de vie cohérent pour garder leurs abdos, qui ne veut pas dire ne pas manger, hein. C'est ça, en fait, où beaucoup de personnes échouent, parce qu'ils ont une phase où ils sont hyper stricts en sèche, puis après, ils se disent, bon, bah c'est bon, j'ai mes abdos, je reviens comme avant. Ouais, mais ils oublient qu'avant, c'est ce qui les a conduits à être sans abdos. Donc, en fait, ils progressent plus, ces gens-là. Et c'est à partir du moment où ils font ça, ils ne progressent plus dans le sens où ils oscillent entre trop de gras sur le bide, des abdos, trop de gras sur le bide, des abdos, mais ils n'arrivent pas à rester tout le temps bien, quoi. Donc, c'est pas super bon pour l'équilibre émotionnel et puis pour l'image de soi. Le but, c'est d'arriver à rester dans une forme qui nous convient, quoi. Bon, donc rééquilibrer ses repas, deuxième point. Troisième point, se coucher 2 heures après le soleil. Bon, alors ça, c'est pareil, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Bon, en été, c'est plus facile qu'en hiver. Mais bon, dans un monde où à 17h, quand on finit à 17h aujourd'hui le boulot, c'est qu'on finit tôt, hein. Je sais pas vous, mais moi, quelqu'un qui me dit qu'il finit avant 17h le boulot, t'as un job cool. Alors évidemment, s'il commence le travail à 6h du matin, évidemment, mais quelqu'un qui commence à 8h le matin ou à 9h le matin et qui part à 17h, bon, bah, il a un rythme de travail, c'est cool, quoi, de finir à 17h. Sauf qu'à 17h, en hiver, il commence à faire sombre et vous couchez 2 heures après, ça vous laisse assez peu de temps pour faire votre sport, profiter de vos enfants et de votre femme ou de votre mari, de vous regarder un épisode de Walking Dead ou de je sais pas quelle série vous regardez, et je sais même pas si ça existe encore Walking Dead, moi je me suis arrêté à la saison 3 je crois, et donc du coup c'est évident que tout le monde a envie de le faire, mais dans le monde dans lequel on vit c'est compliqué. Donc voilà ce qu'ils disent: quand la lumière du jour commence à baisser, nos horloges internes envoient à l'organisme des signaux de
de fatigue, comme la baisse de température, de la tension, des bâillements, etc. Donc les bâillements, je vous renvoie à un autre podcast qui vous parlait des bâillements pour rafraîchir le cerveau, qu'il faudrait respecter pour ne pas être déphasé, d'autant que le sommeil d'avant minuit est de meilleure qualité à condition d'être dans le noir et le silence complet. Oui, donc ça c'est vrai que pour les sportifs c'est une réalité. Vous savez que le fait qu'ils avaient testé ça, ils mettaient des plantes, vous savez, en l'absence de lumière du jour, et ils voyaient que la plante en fait elle suivait quand même son rythme de veille-sommeil entre guillemets, lié au mouvement de la Terre, est lié en fait à leur horloge interne. Et cette horloge a tendance à se désynchroniser chez l'homme, à avancer légèrement. On n'est pas réellement sur 24 heures. Il y a très peu de personnes qui sont à moins de 24 heures et d'autres qui sont globalement à plus. Donc on a tendance à se décaler légèrement vers l'avant. Mais on voit bien qu'au-delà du rythme de soleil qui agit, le soleil comme justement ce côté synchroniseur, je ne sais pas comment on pourrait dire, avec la mélatonine. En fait, c'est comme le métronome un petit peu. Et ben quand il n'y a plus ça, on voit bien qu'il y a encore des choses à l'intérieur, donc nos horloges internes, dispensées de la lumière du jour, qui fonctionnent et qui nous permettent de tenir un certain rythme, d'être mort, d'être crevé au bout de 24 à 25 heures, entre guillemets. Enfin bon, même si c'est pas au bout de 25 heures que vous avez envie de dormir, mais vous voyez bien où je veux en venir. Il y a d'autres horloges qui rentrent en ligne de compte. Mais bon, le sommeil, c'est une bonne chose qu'il soit bien rythmé. Mais moi, le meilleur conseil que je peux vous donner pour la synchronisation, c'est non pas de vous coucher plus tôt, de vous forcer à vous coucher plus tôt alors que vous n'y arrivez pas, mais de voir le jour plus tôt. Parce qu'en fait, en voyant la lumière du jour plus tôt, vous allez stopper votre production plus tôt de mélatonine, et donc du coup, vous allez... C'est en fait comme un minuteur que vous allez remonter. Et tant que vous n'avez pas vu la lumière du jour, le minuteur est pas remonté. Mais à partir du moment où vous allez voir la lumière du jour, vous allez remonter ce minuteur qui agit aussi avec accumulation avec l'adénosine. L'adénosine, vous savez, on en a beaucoup parlé il y a quelques années sur les cours que j'ai fait sur la caféine. C'est une forme d'accumulation en fait qu'on a tout au long de la journée. Donc ça joue aussi sur le niveau d'épuisement, et la caféine joue là-dessus, donc en fait bloque un petit peu ça. Donc c'est pour ça qu'en fait quand on prend un café et qu'on est rincé, qu'on est fatigué, on a tendance à avoir l'impression qu'on retrouve de l'énergie, mais en fait c'est juste qu'on bloque les récepteurs à l'adénosine de mémoire, et que par contre quand la caféine s'échappe, là vous avez ce qu'on appelle un crash, vous vous sentez complètement épuisé, parce qu'en fait la réalité montre bien que voilà, vous aviez une accumulation d'adénosine, vous étiez très fatigué, vous l'avez tamponné avec de la caféine, mais quand elle s'échappe de l'organisme, et ben en fait c'est la réalité qui reprend son plein droit, on va dire, et vous êtes complètement éclaté. Bref, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'en fait l'idée c'est que si vous faites démarrer le compteur plus tôt dans la journée, le minuteur, forcément le soir ça va être plus facile d'aller vous coucher plus tôt si vous êtes complètement fatigué. Évidemment, quand vous avez la pêche le soir, vous avez moins envie d'aller au lit que quand vous êtes complètement défoncé. Si jamais vous mettez un épisode à 9h, 9h30, que vous sentez qu'au bout de 20 minutes vous êtes complètement arraché et que vous avez envie d'aller dormir, c'est quand même plus simple de vous coucher que si vous aviez les yeux comme des billes complètement prêts à tenir jusqu'à 3h du matin pour regarder 2 ou 3 épisodes. Donc voilà, les 3 conseils pour se resynchroniser, comme ils disent: prendre le temps de se réveiller, rééquilibrer ses repas, se coucher 2 heures après le soleil. Moi je vous dirais de regarder le soleil tôt le matin. Oui, rééquilibrer les repas, mais faites attention si vous êtes sportif de ne pas les restreindre trop. Beaucoup trop de personnes bouffent rien en fait, et pendant trop longtemps. Bouffez rien pendant une courte période de temps, pourquoi pas, si vous voulez sécher, mais pendant trop longtemps c'est pas bon, hein. Enfin, essayez de le comprendre ça, hein. Beaucoup de personnes veulent faire du muscle en faisant des méthodes qui sont là pour sécher, j'ai l'impression. Bref, et prendre le temps de se réveiller, ça c'est vrai aussi, et je pense que tout est lié, parce que les gens se couchent tard, donc du coup se réveiller tôt c'est compliqué, et donc du coup ils vont se réveiller au dernier moment pour grappiller le maximum de sommeil. Donc on préfère sacrifier du matin et conserver du divertissement le soir. Les gens n'aiment pas le matin en fait, puisqu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le matin. Moi j'adore le matin, mais il y a beaucoup de gens qui détestent le matin. Pour eux le matin c'est nul, on a de l'inertie du sommeil, et pourtant sachez que moi j'en ai pas mal aussi, c'est-à-dire que d'avoir la tête dans le cul qui dure, ça c'est ce que j'appelle l'inertie du sommeil. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, ce sont les scientifiques. Je vous reprends juste leurs termes. Donc cette inertie du sommeil, c'est ça qui fait que le matin n'est pas super agréable pour tout le monde, parce que justement, on sait pas si on est encore à moitié réveillé dans notre rêve ou éveillé, et donc c'est pas aussi cool que le soir.
Bref. Voilà pour se resynchroniser, les petites choses très simples à faire. Et sachez une chose, c'est que l'entraînement participe aussi au rythme. C'est-à-dire que si vous vous entraînez par exemple tout le temps à 10h du matin, ou à 9h du matin, ou à 13h, ou à 17h, peu importe, cet événement ponctuel dans votre journée aide aussi à votre horloge interne, votre horloge qui est synchronisée par les activités que vous avez dans la journée. Et donc du coup, le sport en fait partie. C'est vrai que c'est un peu mieux de le faire le matin que le soir, pour des raisons qui ne concernent pas tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont vivre mal le fait de s'entraîner en fin de journée parce que leur température corporelle aura du mal à retomber, ils auront du mal à retrouver le sommeil le soir, et d'autres personnes comme moi par exemple, ça pose zéro problème, hein. Je peux m'entraîner fort à 17-18 heures et trouver le sommeil correctement à 22 heures sans problème. Bon voilà, je m'arrête ici pour ce podcast. Allez voir le lien pour les mollets si ça vous dit de faire grossir vos mollets pour avoir quelque chose de sympa qui dépasse de votre maillot de bain sans n'y voyez pas quelque chose d'obscène, hein. Mais cet été, si vous voulez avoir quelque chose de sympa qui dépasse du short, quand vous serez à la plage ou au bord de la piscine, allez voir le lien, donc ça s'appelle Forcer ses mollets à grossir. On passera du temps ensemble en vidéo et en PDF pour développer vos mollets, que ça soit à la maison d'ailleurs ou en salle. Il y a les deux, hein. Le but c'est de ne pas brider des gens qui s'entraînent dans une situation ou dans une autre. Et puis je vous dis sinon à la semaine prochaine pour le futur épisode. Salut!